Bonjour. Je cherche un meuble de rangement pour mettre des cossins. On parle d'une vitrine de style cabinet de curiosité classique? Non, on parle plus d'un style cabinet de gogos qui traîne partout puis que je suis plus capable de voir. Ah oui, un autre genre de classique. Il vous faut un rangement qui se ferme, là, avec des portes en bois. On a une version style farmhouse. Ouais, vous auriez pas une version style garage qui se barre? Tanguay, les styles que vous cherchez, livrés gratuitement. Certaines restrictions géographiques s'appliquent. Nous sommes le vendredi 31 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. En ce jour d'Halloween, j'espère que vous allez bien. Il y avait de l'excitation hier soir à la maison avec les deux enfants qui avaient sorti leur costume pour aller à l'école. Très excités d'aller faire la collecte des bonbons ce soir, d'aller courir probablement sous la pluie. Véronique va nous le confirmer dans les prochaines minutes. C'est pas mal une tendance qui est là depuis le début de la semaine. Sinon, aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Alexandra Chatska. C'est vendredi, donc ça va être sa chronique sur l'actualité européenne et on va revenir en Grande-Bretagne sur le roi Charles III qui a décidé de retirer le titre de prince à son plus jeune frère Andrew, là, expulsé de sa résidence royale à Windsor. C'est dans la foulée de cette affaire Jeffrey Epstein. Donc on va parler avec Alexandra des conséquences et des réactions à la suite de cette décision du roi Charles III. Sinon, au moment où on se parle, ou dans les prochaines minutes, le premier ministre du Canada, Mark Carney, doit faire une conférence de presse, une mêlée de presse ou une déclaration en Corée du Sud. On sait qu'il a déjà rencontré le président chinois qui a salué d'ailleurs auprès de Mark Carney la tendance positive au cours des dernières heures des relations avec le Canada. Il a dit, le président Xi Jinping, que les relations sino-canadiennes ont renoué récemment avec une tendance positive grâce aux efforts des deux parties. Alors on va certainement en reparler au cours de la matinée de ce voyage en Asie de Mark Carney, de cette rencontre au cours des dernières heures en tout cas avec le président chinois Xi Jinping. Pour l'instant, Véronique Méran est en studio avec moi. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. C'est fin de semaine où on recule l'heure, alors on va gagner une heure de sommeil. Exactement. Mais mon Dieu que la lumière va partir tôt dans la journée. Oui, vraiment. Dimanche, le soleil va se coucher à 16h39 à Montréal. Oui, c'est sûr que c'est difficile. Donc, changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. On revient à l'heure normale de l'Est, ce qui fait que demain, samedi, le soleil va se lever à Montréal à 7h34 et ça, c'est son lever le plus tardif de l'année. Alors voilà, changement d'heure en route pour cette fin de semaine. Une heure de plus, c'est quand même la bonne nouvelle dans tout ça. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup de ménage à faire. Alors, une heure de plus pour ça, ça va bien aller. On va pouvoir recommencer à débattre est-ce qu'on devrait ou non abolir le changement d'heure. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est une autre histoire et elle n'est pas terminée. Non. Sinon, dites-vous qu'on l'avancera à nouveau le 7-8 mars prochain. Ouais. D'ici là, une autre nouvelle quand même pas si mal. On parle de pluie, on parle de vent, oui, mais le timing, si je peux me permettre l'expression, des précipitations n'a pas changé pour le sud du Québec. La pluie forte va commencer à diminuer d'intensité en milieu d'après-midi, ce qui fait qu'il va pleuvoir quand même. Il va venter assurément des rafales 30-50 km à l'heure. Donc, on s'attache le costume, on s'habille quand même relativement chaudement, mais la pluie la plus forte sera terminée pour la collecte des friandises entre 16h et 20h. Il va pleuvoir encore. Oui, il va pleuvoir encore. Faible, à modéré par endroits, intermittent, mais venteux. Le vent du nord va prendre le relais là, derrière cette perturbation-là. Par contre, pour les régions les plus à l'est, là, on va être dans le gros des précipitations. Québec est plus à l'est, ça va être plus soutenu. Vers le début de la soirée, les rafales de vent seront un peu plus fortes aussi. Et ce qu'il faut mentionner, c'est qu'une fois passé ce système-là, il y a de l'air frais en arrière. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire apparaître les premiers flocons. Les premiers flocons qu'on a déjà vus en Abitibi, mais là, je parle de neige. Dans la nuit de vendredi à samedi, les montagnes de l'Estrie, la réserve faunique des Laurentides, 2 à 4 cm possible. La Côte-Nord, à l'intérieur des terres, pour aller chercher une bordée.
15 jusqu'à dimanche. C'est pas impossible. Quand Donc, même. l'intérieur des terres, secteur de la Côte-Nord, samedi soir, en terrain montagneux en Gaspésie. En général, au Québec, on est un peu en retard là, pour la neige. Montréal devrait avoir ses premiers flocons fin octobre, ses premiers 5 cm fin novembre. Tout indique que cette année, on a du retard dans ça. Mais c'est pas une si mauvaise nouvelle en soi. Alors, pluie forte aujourd'hui, diminuant en intensité en après-midi. Les températures 8 à 10 degrés. Mercure à la baisse par la suite. Et pour la fin de semaine, tout le sud du Québec, gardez en tête. Plutôt nuageux, précipitations qui vont s'estomper demain matin seulement en Estrie. 4 à 6 degrés samedi, 4 à 6 dimanche. Et dimanche, on peut espérer quelques éclaircies. Du côté de l'Abitibi, on évitera la pluie, mais on aura par contre du vent pour la collecte des friandises. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, on l'a dit, pluie et vent fort, ça va être comme ça jusqu'à demain. En territoire ontarien, c'est plutôt nuageux, mais les averses cessent graduellement ce matin. Ottawa, la pluie va diminuer d'intensité tôt en fin de matinée. Les températures demeurent dans la jeune dizaine. Pluvieux, 30, 50, 60 mm par endroit d'ici demain à Vancouver, une douzaine de degrés. Beau temps à Edmonton et Calgary, 9, 10 au thermomètre et sous les nuages, Regina, Winnipeg, 3 à 5 degrés. Alors, dans l'ensemble, on retient qu'on attache notre costume, on s'habille assez chaudement, on prend un parapluie et ça s'améliore sur le sud du Québec, les conditions après 16 heures. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est maintenant avec nous pour parler de sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Tennis, d'abord, Félix Auger-Aliassime et Victoria Mboko qui terminent leur saison 2025 en force. Oui, et ça, c'est encourageant parce que l'année a été longue. On sait qu'à ce moment-ci de l'année, c'est douloureux, ça fait mal. Félix Auger-Aliassime a parlé de ses douleurs aux genoux, entre autres, qui ne l'ont pas empêché de participer à ce dernier gros tournoi de la saison qui est à Paris. Des points à aller chercher avec cette fameuse course pour la finale de l'ATP, donc qui regroupe les 8 meilleurs joueurs de la saison. Félix est 9e présentement. Pour y parvenir, il devra atteindre la finale du tournoi Masters de Paris. Et hier, ça a bien été en 8e de finale. Il a battu Daniel Altmaier. C'est toujours très accroché les matchs depuis le début du tournoi à Paris, toujours en 3-7. Ça a été la même chose hier, 3 manches, victoire de 3-6, 6-3, 6-2. Aujourd'hui, vers 9h, dit-on, selon l'horaire, il affrontera Valentin Vachereau. Et donc, quart de finale important, on le dit, il faut qu'il atteigne la finale pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ceci dit, il s'est dit très heureux de son jeu en fin de saison, très rassurant d'ailleurs pour la prochaine saison à venir aussi. Et chez les femmes, on garde un œil sur le tournoi de Hong Kong parce que ce sera occupé aujourd'hui. Victoria Mboko, hier, a vaincu Alexandra Eala, Philippine, en 3 manches de 3-6, 6-3, 6-4. Et aujourd'hui, sur le terrain, donc à 6h30, elle sera en action contre Anna Kalinskaya. Et il y a aussi l'autre Canadienne, Leilani Fernandez, qui elle aussi jouera ce matin à 8h contre Sorana Kirstea. Donc encore très chargé. On profite du dernier tennis auquel on a droit, surtout avec des Canadiens impliqués dans des tableaux, profondément dans des tableaux. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, puis c'est rassurant pour justement le tennis canadien qui est en bonne santé en cette fin de saison. Grosse fin de semaine de sport, évidemment. Il y aura du hockey, du baseball, mais aussi du soccer. Les Roses de Montréal vont prendre part au tout premier affrontement de leur histoire en séries éliminatoires. Et là, j'écoutais les bulletins météo. Ce sera pas très chaud quand même. Un match qui aura lieu demain à midi au Stade Boréal. Donc, c'est Montréal qui affrontera en demi-finale Toronto, qui a terminé au tout premier rang. Les Roses de Montréal ont terminé 4e. Ce sera tout un défi, mais elles commencent à la maison. Et selon Mégane Sauvé, des Roses de Montréal, ça pourrait être un avantage. Je pense que oui, il y a du positif parce que si on a nos fans, on a notre énergie ce week-end, puis on réussit à aller chercher un résultat positif, bien au final, après, c'est eux qui ont le tag dans le dos puis qu'il faut qu'ils performent. Puis je pense que c'est plus facile de ce sens-là. Mais on peut le voir des deux côtés. Je pense que l'avantage, c'est juste d'avoir ses fans puis d'avoir ses proches puis sa famille devant soi puis de pouvoir avoir l'énergie du public. Je pense que c'est ça l'avantage, mais au final, les deux, on l'a. Puis ça va être de performer dès le premier match. Comme ça, on se donne une ligne d'avance pour le deuxième. Donc, quand même une bonne philosophie pour cette première rencontre. Le match retour, ce sera dimanche prochain à Toronto. Donc, commençons par le match à la maison demain. Sinon, on surveillera ce soir, bien sûr, ce match numéro 6 entre les Blue Jays de Toronto et les Dodgers de Los Angeles. Ça pourrait se terminer ce soir et on se couche tard. Donc, c'est la bonne nouvelle. On pourra regarder ça jusqu'à la toute fin. Et sinon, demain, je termine avec le Canadien de Montréal. Retour au jeu, ce sera retour à la maison aussi au Centre Bell, le Canadien qui jouera contre les Sénateurs. Et dans ce fameux feuilleton qui se développe chez les gardiens de but, est-ce que ce sera Samuel Montembeault? Est-ce que ce sera Jacob Debèche? Martin Saint-Louis a confirmé hier que ce sera Montembeault qui sera devant le filet contre les Sénateurs. Donc, retour au jeu pour lui, malgré l'affiche parfaite de Jacob Debèche depuis le début de la saison. 5 victoires en 5 départs. Donc, on surveille ça demain. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir.
la une des quotidiens, c'est encore une fois ces tensions, ce conflit entre les médecins et le gouvernement du Québec, oui, qui occupe bien des unes. D'abord, dans la presse plus, loi spéciale et exode des médecins, Doug Ford répond à votre appel. C'est ce que titre la presse avec une photo du premier ministre Doug Ford, tout sourire. Appelez-moi sur mon cellulaire, on vous fera travailler très rapidement. Des médecins québécois ont pris au mot le premier ministre Doug Ford, dit la presse, et ont effectivement appelé en trouvant le numéro personnel. C'est assez facile, semble-t-il, de trouver le numéro personnel de Doug Ford sur Internet et l'ont appelé. De quoi froisser peut-être encore un peu plus le gouvernement Legault. Même la presse s'est adonnée, en fait, à l'exercice. Une journaliste a fait le test jeudi soir. Elle a envoyé un texto à Doug Ford en trouvant, comme je le disais et comme le raconte l'article, le numéro de Doug Ford sur Internet. Et une quarantaine de minutes plus tard, Doug Ford l'a rappelé. Et la journaliste a confirmé qu'elle était finalement journaliste, mais il y a aussi une entrevue dans la presse de ce matin avec une médecin, justement, qui a envoyé un texto à Doug Ford et elle raconte que quelques minutes plus tard, il l'a rappelé, dit qu'il est très occupé, qu'il reçoit personnellement beaucoup d'appels de médecins, a référé, dans le cas de la médecin interviewée par la presse, le cas à sa ministre de la Santé. Il dit, écoutez, moi-même, je ne sais pas ce qui se passe au Québec, ou peu importe la situation, peu importe ce qui se passe au Québec, les médecins m'appellent, alors je prends le temps de les appeler. C'est comme ça que je fais de la politique. Quand les gens veulent me parler, je leur parle directement au téléphone. Hier, François Legault a fait toute une sortie, ou avant-hier, en disant c'est un manque de jugement total de la part de Doug Ford. Donc, c'est à lire en une de la presse de ce matin. Le Devoir, lui, nous propose une entrevue avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Dubé se dit prêt à faire face à un possible exode, titre Le Devoir. Le ministre affirme avoir un plan de contingence. Il assure aussi qu'il a toujours l'appui indéfectible du premier ministre. Il dit que Santé Québec a un plan de contingence. On a demandé à Santé Québec, dit le ministre en entrevue avec Le Devoir, de s'assurer qu'on peut agir si jamais il y a beaucoup de médecins qui, effectivement, décident de quitter la province. Et en une également, cette accolade entre François Legault et Lionel Carman. J'ai fait le choix de la famille, dit Lionel Carman, qui a annoncé hier qu'il abandonnait la politique, quitte la CAQ, va terminer son mandat comme député indépendant. Voilà, entre autres, ce qui retient l'attention dans Le Devoir de ce matin. En une du Journal de Montréal, fini le party à la FTQ Construction. C'est ce qu'on peut lire. On se souvient que le journal avait fait une enquête sur des dépenses de dirigeants de la FTQ Construction qui, avec à même les cotisations syndicales des membres, avaient dépensé des sommes assez importantes au restaurant, avaient acheté, par exemple, de l'alcool de qualité au restaurant, etc. Grand coup de balai, nous dit le Journal de Montréal, à la FTQ Construction. Le plus important syndicat de construction au Québec met fin pour de bon aux dépenses d'alcool, factures salées au restaurant également, qui étaient déboursées à même les cotisations des membres. Il y a une vidéo hier qui a été mise en ligne par les instances du syndicat. Et ce qu'on dit maintenant, c'est que, par exemple, les boissons alcoolisées ne seront plus remboursées et les repas le seront seulement s'ils ont lieu dans le cadre des fonctions des employés. Plus possible de se faire, par exemple, rembourser un repas simplement pour une réunion de collègues, par exemple, au restaurant. Donc, vous pouvez lire ça dans le Journal de Montréal. En une du Globe and Mail de ce matin, c'est Vladimir Guerrero, fils, donc ce joueur des Blue Jays de Toronto, qui, nous dit le Globe and Mail, s'est vraiment transformé en série d'après-saison. Donc, on revient sur ce match de ce soir en une du Globe and Mail, qui nous parle également des premiers ministres des provinces canadiennes qui pressent le gouvernement Carney ou Mark Carney d'organiser une rencontre entre tous les premiers ministres du pays pour faire le point sur les négociations avec les États-Unis. Bon, on sait que le président Donald Trump a annoncé la fin de ces négociations, mais quand même, quel est le plan du gouvernement? Quelle est la suite? Les premiers ministres des provinces veulent plus d'informations. C'est un mouvement qui est mené, nous dit le Globe and Mail, par le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, appuyé également par les premiers ministres de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Donc, vous pourrez lire ça ce matin en une du journal de Globe and Mail. Et je termine en vous parlant du Toronto Star, parce que, vous savez, c'est le match ce soir, le match numéro 6 dans cette série mondiale. Et jeu de mots en une du Toronto Star de ce matin, Happy Halloween. Donc, joyeuse Halloween, mais W-I-N, donc pour les gagnants. Vous pourrez lire ça dans le Toronto Star de ce matin. Et la partie, je vous le rappelle, c'est ce soir. Voilà donc ce qui fait le tour de la une des principaux quotidiens de ce matin.
Jean-Philippe Robillard est maintenant en studio avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, c'est toute une paralysie demain pour la métropole québécoise. Ça va avoir des impacts au-delà parce qu'évidemment, il y a du transport en commun dans les banlieues, dans la grande région de Montréal. On pense à l'aéroport qui est desservi par le transport en commun. Alors, aucun transport en commun demain à Montréal en raison d'une grève des chauffeurs d'autobus et des opérateurs de métro. S'additionne à ça la grève des employés d'entretien également. Donc, il y a seulement le transport adapté qui sera maintenu. Oui. Ça va être difficile, entre autres, pour les usagers du transport en commun, mais il y a des impacts à tout ça, évidemment. Oui. Et donc, c'est un week-end là, qui s'annonce vraiment difficile pour les usagers du transport en commun parce que, vous l'avez dit, il n'y aura pas de service essentiel, à part le transport adapté, là, vous l'avez dit, pendant ce débrayage de 24 heures. Alors, il n'y aura pas de métro, pas d'autobus non plus pour se rendre à l'aéroport. Alors, ça va être difficile pour les gens qui ont un vol, qui doivent prendre l'avion, mais pour les touristes aussi qui arrivent ici au pays. Et en plus de ne pas avoir de service samedi, donc pendant 24 heures, dès dimanche et pour tout le mois de novembre, Mathieu, les services de transport en commun seront suspendus, sauf aux heures de pointe, cette fois en raison de la grève des employés d'entretien. Alors, c'est un mois de perturbation là, qui s'en vient, qui suscite, on peut comprendre, du mécontentement et beaucoup d'inquiétudes aussi parmi les usagers, mais aussi dans le milieu des affaires, chez les commerçants qui craignent de subir les contre-coups de ces conflits de travail, mais qui dénoncent également le manque de considération, selon eux, pour les travailleurs qui ont des horaires atypiques. On écoute la présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Isabelle Dessureau. Je pense qu'on est plusieurs à être en colère et moi, personnellement, je ne décolère pas. Je pense tout le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du milieu culturel, de l'entretien, du commerce de détail, qui, là, vont se retrouver immobilisés dans un carcan, si on veut. En plus, Jean-Philippe, au cours des précédents moyens de pression des employés d'entretien de la STM, de ces journées de grève, il y a bien des commerçants qui ont essuyé des pertes. Oui, en fait, il y a presque la moitié des PME de Montréal qui disent avoir subi des pertes financières pendant ces journées de débrayage. Et François Vincent de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante estime que ça va être la même chose cette fois-ci, qu'il va y avoir encore une fois des répercussions économiques. On l'écoute. Les entreprises qui vont voir leur clientèle diminuer, on peut penser tout de suite aux restaurateurs, ou même au commerce de détail, ou aux autres qui vont vivre un trafic encore plus grand à Montréal. Déjà que c'est le chaos, qu'il y a des cônes oranges partout, puis que la congestion actuelle a un impact négatif sur l'économie de Montréal. Rappelez-nous ce qui est au cœur de ce litige. Alors, pour les chauffeurs d'autobus et les opérateurs de métro, ce sont les salaires, de même que les horaires de travail, alors que pour les employés d'entretien, eux, ce sont également les salaires, mais il y a aussi toute la question de la sous-traitance. Oui, donc effectivement, impact pour même des gens qui vont venir visiter, comme vous le disiez, des touristes, des gens qui doivent se déplacer à Montréal en fin de semaine. Oui, c'est ça. Effectivement, les gens qui veulent aller voir, par exemple, des spectacles, des événements, qui veulent aller au restaurant et qui ont besoin du transport en commun, pour eux, ça va être clairement un casse-tête ou peut-être ces gens-là vont tout simplement décider de rester à la maison. De là, l'impact qu'il pourrait y avoir là, sur les entreprises, sur les commerces, sur les restaurants et tout. Donc demain, zéro transport en commun, c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup, Merci, Jean-Philippe. au revoir. Bye. Je retrouve, comme à tous les vendredis, Alexandra Chatska. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Mathieu. Alors, on va se parler de la Grande-Bretagne. Le roi Charles III qui a décidé de retirer le titre de prince à son plus jeune frère, Andrew, l'a expulsé de la résidence royale à Windsor. C'est dans la foulée de l'affaire, effectivement, Jeffrey Epstein, qui a des liens avec le prince Andrew. Pourquoi cette décision aujourd'hui? Oui, on se le demande un peu parce que l'histoire dure quand même depuis longtemps. Ça fait presque 15 ans, même plus que 15 ans on connaît l'amitié entre Epstein et le prince Andrew. C'était de notoriété publique. Il se rendait visite régulièrement à l'époque. Il y a des photos, il y a des documents de cette époque-là. Et il a été accusé formellement, vous vous souvenez, par Virginia Giuffre, cette jeune victime du couple Epstein-Maxwell, une des premières à avoir dénoncé toute l'affaire. Il a été accusé par elle de l'avoir
agressée sexuellement alors qu'elle était mineure. Il a évité le procès à l'époque en payant plusieurs millions de livres sterling. La presse britannique a parlé de 12 millions de livres sterling, donc rapidement 18 millions de dollars canadiens, à Madame Giuffre et à une association de victimes de trafic sexuel qu'elle avait créée. On dit même que c'est la reine Élisabeth, dont le prince Andrew était l'enfant chéri, l'enfant préféré, qui l'a aidé à payer cette somme en 2022, quelques mois avant sa mort. Andrew a toujours nié d'avoir agressé sexuellement Virginia Giuffre et il se dit innocent. Mais depuis quelques semaines, il y a eu vraiment une accélération de l'histoire. D'abord, la sortie de mardi cette semaine du livre de Virginia Giuffre, son autobiographie où elle parle du prince Andrew, entre autres. La presse britannique a aussi publié certains extraits de la correspondance entre Andrew et Epstein, des emails qui datent de 2011, alors qu'il prétendait avoir rompu avec le pédocriminel bien avant. Et la BBC a ressorti récemment une photo de Andrew dans le jardin de sa résidence londonienne avec Epstein, Maxwell et Harvey Weinstein qui purgent une peine de prison pour viol. Alors, ça en était trop pour le roi. Il y a 2 semaines, Alexandra, le prince Andrew avait renoncé en fait au titre de duc de York, mais là, le roi est allé beaucoup plus loin. C'est presque du jamais vu dans l'histoire de la famille royale. Tout à fait. Alors, le 17 octobre, Andrew a renoncé au titre de duc de York, qui lui a été donné par la reine en 1986 au moment de son mariage avec Sarah Ferguson. Mais là, il ne sera même plus prince. Effectivement, il va s'appeler Andrew Mountbatten Windsor. Ça va être son nom dorénavant. Il devra quitter dans les plus brefs délais la Royal Lodge. Ça, c'est très, très grave pour lui parce qu'il était très attaché. Une résidence de 30 pièces sur le terrain de Windsor qu'il habitait depuis une vingtaine d'années. Il va déménager quand même dans une résidence privée qui appartient à son frère, le roi. Quand même, on ne le laissera pas dans la rue. Mais il va devoir quitter donc cette résidence royale. Et la photo d'ailleurs qui a refait surface avec Maxwell, Epstein et Weinstein était dans le jardin de la Royal Lodge. Alors ça la fout mal un peu. Et dans son communiqué, le roi et la reine concluent en disant que leurs pensées, leurs sympathies ont été et resteront avec les victimes et survivants des abus. Et ça signifie qu'ils ne croient pas les négations d'Andrew. Et c'est quand même, cette phrase-là est aussi très grave. Mais pour que ça soit officiel, le Parlement doit voter. Le Parlement doit retirer officiellement le titre de prince. Et les démarches ont été commencées dans ce sens. Alors, le scandale était devenu vraiment trop gros et malgré la loyauté légendaire de Charles à l'égard de sa famille, il a décidé d'être radical. Ouais, puis il reste quelques secondes, Alexandra, mais on sait que les archives concernant Epstein n'ont pas fini d'être épluchées, donc il pourrait y avoir d'autres révélations. Il pourrait y avoir d'autres révélations. Il reste que cette sanction est considérée comme extrêmement sévère. Même The Guardian, très centre-gauche, parle d'un acte d'extrême cruauté et de défenestration du prince Andrew. C'est quand même très fort. Et on compare ça au choc provoqué par la mort de Diana. Il faut remonter en 1917 pour qu'un prince britannique soit destitué de son titre. C'est un prince qui s'appelait Charles Edward, petit-fils de la reine Victoria, qui était aussi prince allemand et qui a combattu aux côtés des Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Donc, on remonte en 1917. Oui, effectivement. Donc, ça vous montre à quel point c'est rare. Alexandra, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Voilà pour cette édition d'À la Une. N'oubliez pas de changer l'heure en fin de semaine. Au revoir. Bonjour. Je cherche un meuble de rangement pour mettre des cossins. On parle d'une vitrine de style cabinet de curiosité classique? Non. On parle plus d'un style cabinet de gogos qui traîne partout puis que je suis plus capable de voir. Ah oui. Un autre genre de classique. Il vous faut un rangement qui se ferme, là, avec des portes en bois. On a une version style farmhouse. Ouais. Vous auriez pas une version style garage qui se barre? Tanguay, les styles que vous cherchez, livrés gratuitement. Certaines restrictions géographiques s'appliquent.